Bienvenue sur la chaîne d'Actu Concert où on va enfin entendre la voix des fans. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'interviewer la gérante de la fanbase 80s, du coup, on vous laisse avec la suite. Tu es la gérante de la fanbase 80s France. Comment et pourquoi en fait t'as décidé toi de reprendre la fanbase 80s? Une fanbase qui m'était pas du tout destinée au début. J'étais déjà là quand elle a été créée, mais ça n'avait jamais été dans mes cordes, on va dire, de devoir reprendre une fanbase. Mais c'est arrivé un moment où j'ai vu du coup le ralentissement qu'il y avait eu et j'ai fait les démarches. Je lui ai dit si jamais je suis là, on se connaissait déjà, je savais déjà comment ça a été créé, qui était derrière, etc. J'ai dit au cas où je suis toujours là. Et on va dire vers février, janvier-février de cette année, elle m'a contactée et elle m'a dit oui, est-ce que tu pourrais m'aider un peu? Du coup, là, ça a été un peu le rush parce qu'il y avait déjà l'annonce du concert, tous les projets qui étaient déjà à mi-chemin pratiquement. Et il a fallu que, je me mette à jour sur ce qui se passait dans la fanbase, que je me remette, pas nécessairement sur les projets qu'il allait avoir, mais surtout les coulisses des 10 projets. Et ça a été un peu laborieux de me dire qu'il fallait que je reprenne une fanbase avec un grand nombre d'abonnés sur Twitter et avec beaucoup de choses qui sont déjà lancées. Là actuellement, donc tu as repris la fanbase. Comment du coup de ton côté tu arrives à gérer en fait toute seule? La grande chose qui m'aide, c'est que j'ai pas mal de temps libre en ce moment, à cause de mes études qui font que j'ai plusieurs moments de répit, on va dire ça comme ça. On va dire que j'ai aussi beaucoup d'organisation à titre personnel. Donc ça fait que j'ai déjà mes façons de fonctionner. Je sais que là j'ai du temps, là je dois faire ci, là je dois faire ça. Donc j'arrive à m'organiser. J'ai vu ce qu'il fallait à peu près faire au niveau de la fanbase et j'ai entre guillemets arrangé mon emploi du temps autour de ça. Ok. Et donc du coup tu as dit que tu avais refait un petit peu, tu as repris la fanbase, que c'était pas prévu de base. Et toi, comment tu t'es formée du coup, parce que je pense que tu n'étais pas formée avant de reprendre la fanbase, comment tu as fait pour te former à gérer une fanbase? Alors, vraiment pas du tout formée. On va dire que j'avais déjà une idée de ce que ça représentait une fanbase. C'est-à-dire, j'en suivais déjà pas mal à l'époque. J'avais même été des fois amenée à rejoindre temporairement quelques-unes pour faire de la traduction ou même pour gérer des teams de streaming. Donc, quelque part, j'avais déjà l'envers du décor un petit peu à ce niveau-là. Mais il a fallu que je me remette en place derrière une fanbase qui reposerait justement sur mes épaules. Et c'est là que ça a été la difficulté de voir ce que les gens attendaient de nous. Typiquement, pour mieux cibler les ethnies, et en tout cas les ethnies sur Twitter, je me suis dit, je fais un sondage, comme ça je vois directement ce que les gens attendent de moi. Et au moins, comme ça, je peux m'organiser moi pour voir ce que je peux faire dans l'immédiat et ce que je pourrais délaisser pour plus tard. Donc du coup, ça m'a aidé à remettre mes idées en place, à me recadrer et à décider en fait sur quel chemin je devais travailler et quelle autonomie était prioritaire par rapport à l'autre. Ok. Ton organisation personnelle à côté t'a beaucoup aidé à te former en fait à travers la gestion en fait de ta fanbase maintenant. Et là, comme tu as dit, tu as fait des sondages, tout ça pour voir ce que les gens attendaient de toi. C'est quoi selon toi maintenant aujourd'hui le ou les rôles de ta fanbase? Je pense que le premier rôle que j'ai eu, c'était tout de suite me mettre à jour au niveau de l'actualité. C'est-à-dire s'ils sont en déplacement où et quand, s'il y a des événements où et quand. Les événements qui concernent typiquement la France, mais aussi même si c'est une tournée qui se trouve, je sais pas, par exemple au Japon. Moi, c'était vraiment faire revenir l'actualité sur le compte. Ensuite, la deuxième priorité, ça a été tout ce qui va être traduction. Je ne parle pas des traductions des lives ou des messages, etc. Mais surtout les traductions qui proviennent des notices de quelqu'un. Donc si par exemple il y a un membre qui est malade, si par exemple il y a une nouvelle plateforme qui est arrivée, etc. Ça aussi, ça a été le deuxième objectif. Et pas longtemps après, Comeback, du coup celui de Outlaw. Donc il a fallu remettre à jour et se mettre entre guillemets ensemble avec les fanbases internationales. Du coup, c'est là qu'il y a eu la naissance de Rising. Comment est-ce que tu décrirais tes interactions avec les fans, mais aussi avec les autres fanbases? Avec les fans, j'essaie surtout d'avoir une relation
où on comprend chacun de notre côté notre rôle, c'est-à-dire les fans avec qui j'interagis savent que derrière je suis la fanbase et entre guillemets que c'est pas... Enfin, ils peuvent pas venir me voir et me dire oui, tu penses que je dois mettre cette tenue-là ou cette tenue-là pour le concert, typiquement. Et moi, de la même façon, j'essaie de me montrer disponible et cordiale. Et en même temps, j'essaie aussi de répondre en priorité à des gens qui ont des questions, on va dire, pertinentes. C'est-à-dire s'il y a besoin d'une information pour un concert ou s'il y a besoin de X informations pour un événement. Donc en fait, c'est vraiment une relation qui est bizarre si on n'est pas habitué, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a le savoir quelque part. Et même si c'est en partie vrai que j'en ai a priori plus que la moyenne, c'est pas nécessairement vrai tout le temps. Donc c'est une relation un peu ambiguë, mais qui repose sur un respect mutuel que j'apprécie. Avec les autres fanbases, c'est vraiment une relation de collaboration. C'est-à-dire, c'est vraiment, a priori, c'est comme si c'était des collègues de travail. Même si on ne travaille pas, ça reste du bénévolat. Mais ça reste une relation où on est vraiment à part égale, on échange beaucoup, beaucoup plus qu'avec n'importe qui, je pense, en vrai de vrai. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de fanbases. En Europe, tu sais à peu près combien de fanbases il y a actuellement? En Europe, il doit y en avoir au moins une dizaine. Ok. J'essaie de compter de tête celles qui sont actives et il doit y en avoir au moins une bonne dizaine. Au niveau international, il doit y en avoir beaucoup. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous actifs au même moment. A priori, on est plus d'une cinquantaine de fanbases 80s à travers le monde. Est-ce qu'on est une cinquantaine active? Je ne sais pas. Mais on va dire une bonne vingtaine qui est active au niveau international. Généralement, on sait que dès l'annonce d'un concert, il y a énormément en fait, d'engouement qui se crée de la part des fans. Mais toi, en tant que fanbase, comment est-ce que tu ressens cet engouement face à l'annonce d'un concert? Alors, moi, quand j'entends un concert, je pleure dans ma chambre, littéralement. C'est des émotions mixtes, en fait. D'un côté, j'ai la joie et l'engouement du concert, comme n'importe quel fan. Je suis heureuse de voir que ITZY vont revenir. Mais en même temps, je pense au côté organisation, au côté tout ce qui va être les projets, tout ce qui va être les trucs à côté. Tout simplement juste la création, la réception de bannières, contacter des artistes, se mettre d'accord avec les familles internationales, se mettre d'accord avec les fans, tout simplement juste pour le slogan ou pour le design. Il va aussi avoir tout ce qui va être opérationnel sur place, si oui ou non il y aura une numérotation. À l'échelle des ITZY, maintenant, les salles sont un peu trop grandes pour pouvoir faire ça, ou en tout cas pour tout le monde, mais on peut encore essayer de s'arranger, il y a ça aussi qui intervient. Il faut alors aussi se mettre en tête qu'il va y avoir du monde qui va arriver sur le compte, avec beaucoup de questions et pas nécessairement toutes les informations. Pas les fans qui sont là depuis longtemps, mais juste les nouveaux fans qui sont arrivés entre-temps, qui ne savent pas nécessairement comment ça se passe. Il va aussi falloir qu'il va falloir faire beaucoup de, entre guillemets, propagande sur les réseaux sociaux pour que tout le monde ait toutes les informations au maximum. Donc là, il va falloir vraiment déployer le réseau qu'on a, même jusqu'à demander aux fanbases internationales de reposter nos tweets ou nos posts Instagram, juste pour que le maximum de personnes soient au courant. Donc en même temps, ça reste amusant et ça reste une ambiance qui est joyeuse, vu que tout le monde est content qu'il y ait un concert, hein, bien évidemment. Mais en même temps, on sent venir les maux de tête. Il y a beaucoup de stress quand même derrière qui arrive. Assez beaucoup. On a toujours, moi je sais que en mars, c'était un peu mon cas, surtout parce que je venais d'arriver. J'avais beaucoup de stress que ça ne se passe pas bien. Comme au niveau de projet, comme au niveau de la numérotation, j'avais eu beaucoup de stress à ce moment-là. Je me suis dit, je fais mes preuves. Bon, c'est un peu abrupt comme situation, mais c'est vraiment là où c'est à ça que je sers en fait. Donc j'avais eu beaucoup de stress à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des coulisses d'un projet? Est-ce que tu peux aller un peu plus en détail? Les coulisses d'un projet, comment c'était géré avant? Je ne sais pas si on va garder la même méthode pour la prochaine tournée, mais c'est que on fait un sondage en général sur le compte de la fanbase où on recueille des idées. Et une fois que ces idées ont été recueillies, on fait les fans voter. Les étudiants disent nous on veut ça. Du coup on dit moi si vous voulez ça, on vous donne ça. Et de là, en général, soit on contacte directement la personne qui a donné l'idée pour qu'on puisse développer l'idée ensemble,
De temps en temps, on demande l'avis des fans aussi. Et par la suite, il va y avoir toute la partie où s'il faut demander les autorisations, on envoie les mails, on envoie les messages privés, vraiment sur toutes les plateformes. Le plus tôt la réponse on l'a, le mieux on se porte. Et ensuite, après, faut faire la levée de fonds. Donc là, c'est les cagnottes. On n'a pas nécessairement demandé, nous, par la suite, de mémoire, mais on peut aussi faire des demandes de partenariat au cas où le projet s'y prête. Et ensuite, il y aura toute la mise en place. Donc, s'il y a des choses à commander, s'il y a des choses à faire le jour J, tout ce qui va être aussi, par exemple, je prends un projet tout bête, les gommettes, s'il faut les distribuer, mettre en place la distribution, quand le jour du concert, on prend le projet comme il vient, et on fait de notre mieux pour l'organiser de façon la plus sécurisée possible. C'est-à-dire pour qu'il ait lieu au final. Tu nous as parlé de tout ce qui était organisation, mais notamment tout ce qui est numérotation, tout ce qui est bannière. Toi, lors des concerts en mars, comment tu t'es organisé pour donc mettre en place cette numérotation et tout ce qui est bannière? Alors à ce moment-là, on était encore à 2 et on s'est à peu près séparé la tâche. Pour les bannières, je me souviens qu'on avait fait appel à des gens, entre guillemets pas random, mais des personnes qui avaient bien voulu se porter volontaires sur Twitter pour pouvoir nous aider à distribuer. Et au niveau de la numérotation, alors là, du coup, comme c'est moi qui m'en occupais, j'ai un peu plus de coulisses derrière. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai repris la fanbase, j'ai vu que le problème, c'est qu'il n'y avait pas eu assez de communication sur les anciennes numérotations. Et je me suis dit qu'a priori, si on communique bien, si tout le monde est au courant et si ça aide le plus de personnes, il n'y avait pas de raison pour laquelle il n'y en aurait pas eu. Donc, on va dire de façon un peu unilatérale, j'ai pris la décision d'en faire une. J'ai contacté les salles, j'ai contacté la salle, j'ai contacté l'organisateur. Quand l'organisateur nous a donné le feu vert, qui je rappelle était AEG, on s'est dit que bon, on pouvait mettre en place. Comme c'était aussi mon idée, j'ai pas débloqué de fonds directement avec la fanbase pour l'organiser, mais j'ai pris sur mon compte personnel pour pouvoir me procurer les bracelets et les étiqueter à la main. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui ont bien voulu m'aider à le faire, donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Et le matin, on est arrivé, on avait un petit retard peut-être parce qu'il fallait que tout le monde soit là pour commencer à numéroter, mais quand tout le monde est arrivé, peut-être avec une quinzaine de minutes de retard, on a commencé à numéroter et ça s'est plutôt bien passé. Petit hic, toute la salle n'était pas au courant. Et nous, on ne savait pas que la salle n'était pas au courant. Et vers 10h30 ou 11h, je ne sais plus, il y a eu un problème au niveau des VIP 3 quand les personnes qui se sont fait numéroter le matin sont revenues, où la sécurité et les personnes qui gèrent la sécurité nous ont fait venir. On avait déjà pratiquement numéroté tout le monde, les gens ils étaient même plus là et la plupart des gens ils étaient contents en fait. Simplement, quand on a discuté avec eux, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant et qu'eux ils ne pouvaient pas assumer ça derrière. On a négocié comme on a pu et ils nous ont dit qu'ils vont la maintenir seulement si tout le monde revenait pour midi. Donc on a dit d'accord, il n'y a pas de problème. On a envoyé le message directement, on a dit ok, tout le monde doit être là pour midi, peu importe la catégorie, et comme ça, au mieux c'est maintenu et on reste d'accord avec les termes de la salle. Second problème, au niveau de la VIP 3, les personnes n'ont pas voulu. En fait, ces personnes-là, elles ne voulaient pas du tout bouger quand les VIP 3 du 7h du matin sont revenus. Donc, de là, il y a eu problème sur problème sur problème. Il y a eu aussi la sécurité qui nous a pas du tout aidé. C'est-à-dire que nous, d'un côté, on était là à dire que oui, on avait l'approbation de la salle, que ça restait maintenu. Sauf qu'il y a eu un monsieur en particulier qui a décidé qui s'est porté en porte-parole de la rébellion et qui a dit non, vous faites comme vous voulez, ça c'était pas prévu, nous on peut rien vous dire, on va pas vous forcer à sortir, etc. etc. Donc en fait, au final, quand ça a commencé à poser quand ça a pris une ampleur qui était non mesurable, la salle s'est rétractée et nous a dit qu'ils annulaient tout. Donc de simplement rappeler tout le monde et adviendra qui viendra. Heureusement, pour les VIP 1 et 2, les personnes ont à peu près, de ce que j'ai compris, les VIP 1 et 2, ça s'était à peu près remis dans l'ordre des numéros.
VIP 3, je sais pas du tout. Et au niveau de la fosse, ça a été un bordel parce que pendant l'alimentation, ils avaient forcé les gens à sortir de la queue. Donc du coup, tous les gens qui étaient devant, ils se sont retrouvés après à l'arrière. Là, pour le coup, j'étais juste désolée. je savais pas quoi faire, en fait. J'avais envie de m'excuser, mais en même temps, je savais pas quoi faire. Pour le coup, c'est vraiment le stress qui a pris le dessus. Les gens qui m'ont vu ce jour-là, ils m'ont pas reconnu et je pense que ça a été vraiment un coup dur. On a parlé un petit peu des concerts de mars. Maintenant, on va parler un petit peu plus de l'actualité. Il y a le M Countdown qui arrive. Est-ce que de ton côté, il y a des projets prévus pour le M Countdown? Alors de notre côté, on s'est vraiment concentré sur les bannières. Parce que moi, j'avais déjà commencé les projets pour l'anniversaire. Donc ça avait été compliqué de découler du temps et pour ça et pour le concert. Et en parallèle, en fait, avant même que ETIS ait été annoncé, j'avais déjà été contactée par ETIS Europe qui avait quelques idées de projets. Donc on s'est à peu près mis d'accord ensemble. Ils ont créé les projets, j'ai repartagé pour aider à la diffusion. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai géré les bannières avec l'aide des familles individuelles, donc contacter la graphiste, mettre d'accord. Aussi, comme vous devez le savoir maintenant, la bannière a une phase commune. Oui. Donc, il a fallu aussi qu'on se mette d'accord avec les fanbases de tout, au maximum des groupes qu'on pouvait joindre qui étaient présents au M Countdown. Parce que quand on a une bannière, enfin, quand on est dans un festival, il y a toujours une disparité au niveau des groupes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe qui va avoir plus de bannières que d'autres, etc. On s'est dit, avec l'idée de la phase commune, c'était le moyen de soutenir tout le monde de façon équitable à peu près. Maintenant, au niveau des projets, il va y avoir, enfin, côté 80s, il y a le projet des fan chants. Et je crois qu'il y a 2 sessions. Une session où on chante joyeux anniversaire à 80s et une session où on rappelle l'anniversaire du fond. En parlant de collaboration, tu nous as parlé tout à l'heure de 80s Rising. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus 80s Rising, ça a vraiment été un mouvement collectif de toutes les fanbases internationales pour pouvoir préparer les Etini et nous-mêmes, quelque part, au mieux durant le comeback. Donc ça a été vraiment attaquer tous les volets possibles et inimaginables, le vote, le stream, les émissions musicales, les awards, même quelque part les awards aussi, tout ce qui a été le radio play. On a voulu s'attaquer à tout. C'était vraiment quelque part donner le plus grand nombre de savoir au plus grand nombre, essayer de montrer aux Etini que même si c'est pas beaucoup, ils peuvent toujours faire quelque chose, qu'il y a beaucoup de choses à faire justement et que du coup il y avait de quoi pour que chacun trouve son bonheur. Donc avec ça aussi en parallèle, il y a eu la création de plusieurs équipes de streaming, de vote. On a fait appel à on va dire des gros comptes Etini, enfin des comptes qui avaient de l'influence et sur Twitter et sur Instagram et sur TikTok, sur plusieurs réseaux. Il me semble qu'on a contacté aussi des personnes en dehors de ces 3 réseaux-là, mais je ne suis plus sûre. Et ça a été, oui, nous aider à partager, nous aider à faire monter le mot, même au niveau de la publicité avant, pré-comeback, vraiment essayer de se mettre ensemble au maximum pour diffuser le maximum d'informations, que les gens aient toutes les clés en main pour pouvoir faire de ce comeback le meilleur, comme d'habitude. Là, est-ce que tu as des projets qui sont en cours de préparation pour lesquels tu peux nous parler et quels sont ces projets Alors, c'est un projet, un seul gros projet, on va dire. J'ai l'anniversaire d'ETIS, le 5e. Donc, ce qu'on a voulu mettre en place tout de suite, c'est une partie qui peut être faite en ligne et une partie qui peut être faite hors ligne. Parce qu'à chaque fois, c'est dommage, il y a toujours des events, mais en dehors du typique giveaway, il n'y a jamais rien pour les personnes qui sont pas en Ile-de-France. Du coup, ce qu'on voulait faire d'abord, c'est avoir une partie commune en ligne pour que tout le monde puisse participer. D'où la naissance du fameux calendrier des 5 ans. Un calendrier de 30 jours à faire. Moi, j'essaie de m'y tenir, mais je suis un peu des fois à la bourre, c'est vrai. Mais c'est dur de compter toutes les PC que j'ai chez moi. Donc, l'un dans l'autre. Mais là, tout de suite, c'est ce calendrier-là. Et en parallèle, avoir un ou plusieurs events dans un café pour rappeler l'habituel anniversaire où tous les étudiants peuvent se voir, etc.
Là, on a réussi à avoir une collaboration avec le Kit Café et Eventasso. Du coup, on aura un événement au Kit du 23 au 26 octobre. Événement sur 4 jours, en espérant que le maximum de personnes puissent venir. On a essayé de chercher en dehors de l'Île-de-France, mais après les vacances, les délais étaient un peu courts pour nous, pour organiser. Donc on s'est ravisé. Heureusement, c'est pas moi du tout qui organise, mais j'ai vu qu'il y avait des ethnies qui avaient organisé un café hors Île-de-France, je sais plus exactement où, mais dans le sud. Du coup, j'ai été à repartager. Ça m'a fait assez plaisir de voir que malgré tout, les ethnies aussi s'organisaient. Et en dehors de ce projet des 5 ans, je ne peux pas dire trop ce qui va se passer parce que ça va rester un spoil au niveau de l'anniversaire et de ce qu'il y aura comme activité du 23 au 26. Mais on aura 2 giveaways, du coup, un en ligne et un sur place. D'accord. Hors projet, c'est quoi ton objectif à court ou long terme? Mon objectif à court terme, c'est d'essayer au maximum de tenir mes délais. Je suis gomme aussi depuis plusieurs années, donc c'est pas quelque chose que je pouvais lâcher juste en ayant la fanbase. Donc il faut que je me sépare en 3 personnes différentes, la personne qui travaille, la personne qui renvoie et qui reçoit des colis, et la personne qui gère la fanbase et utilise. Donc là vraiment j'essaie juste de tenir au maximum mes délais. À long terme, j'espère un jour enfin recruter quelqu'un. Ou une à plusieurs personnes évidemment. C'est un projet que j'ai depuis juin, d'essayer de recruter quelqu'un. Mais on va dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose. Par exemple, en juin, il y a eu le comeback. Tout de suite après le comeback, moi j'étais vraiment en vacances, un peu déconnectée. Donc j'étais pas trop joignable et pas trop disposée non plus pour ça. Là tout de suite, l'école reprend et en même temps tout le cycle doit se remettre en place. Et à côté, on a peut-être une annonce de comeback. Donc, j'espère juste quelque part proche dans le futur, je vais pouvoir essayer à recruter du monde pour m'aider. J'essayais de voir quand même si je peux faire avant le comeback, ce serait quand même une grande aide. On va essayer de repartager ce recrutement, je vais m'adresser directement à vous. Donc si vous voulez rejoindre la fanbase 80s, on va vous mettre toutes les informations en description. Toi, comment tu vois en fait l'évolution de ta fanbase dans le futur? La première chose que je vois déjà, c'est un compte Instagram actif et à jour. Ça, c'est l'un de mes regrets, c'est que autant je suis là sur Twitter, autant sur Instagram, je fais un peu comme je peux. Là, quelque chose que je voudrais, c'est au long terme avoir 2 fanbases, enfin d'avoir la représentation de la fanbase sur au moins 2 réseaux. Un seul, c'est pas suffisant, c'est clairement pas suffisant, surtout sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent tout simplement de se mettre sur Twitter parce que c'est pas un réseau qui leur plaît ou c'est pas un réseau qu'ils savent manier. Donc, avoir une fanbase qui a une rayonnance sur plusieurs réseaux sociaux et avoir une fanbase qui tourne avec plusieurs personnes. Par exemple, dans le cas où moi je ne suis pas disponible pendant les vacances, quelqu'un d'autre peut tenir l'actualité, etc. Donc ça aussi c'est... Moi, la fanbase que je vois dans le futur, c'est une fanbase où on est plusieurs et où on peut aider le maximum de personnes sur le maximum de réseaux possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à vous de m'avoir contacté. Je t'en prie. Encore merci et du coup on va finir la vidéo sur cette pause positive. Du coup comme je disais, le lien pour le recrutement est disponible en description et sur le Twitter officiel de la fanbase française qui sera également en description. Et en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.